Bonjour, pour cette spécialité des coulisses de la gastronomie, j'ai le plaisir de vous faire revivre un très bon moment que nous avions passé avec Emmanuel Poirmeur. Alors qui est Emmanuel Poirmeur? Pour ceux qui auraient raté cette très belle séquence, eh bien c'est un génie du vin, je ne mâche pas mes mots, qui à Saint-Jean-de-Luz fait vieillir son vin dans l'eau. Et oui, parce que si vous plongez du vin dans l'eau, c'est ce qu'il va nous expliquer, eh bien avec la pression, les roulements, etc., eh bien vous accélérez la procédure de vieillissement du vin. C'est ce qu'on va voir, j'en dis pas plus. On retrouve tout de suite Emmanuel Poirmeur à Egatega, son vin Egatega à Saint-Jean-de-Luz. J'ai le plaisir d'être avec Emmanuel Poirmeur. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, extraordinaire, vous faites du vin dans l'eau. Exactement, on se sert de l'eau pour vinifier et se servir finalement des conditions physiques spontanées qu'on peut trouver sous l'océan pour donner des conditions de vie particulières aux levures qui vont refermenter nos vins. Ça c'est quand même un peu curieux, aller faire du vin dans l'eau. Ça peut sembler paradoxal et pourtant le vin c'est souvent 88% d'eau. Oui, c'est vrai. On connaît tous les bouteilles qui ont été retrouvées de certains bateaux qui ont parfaitement vieilli, mais ça c'est du vieillissement, j'allais dire une fois que le vin, les fermentations ont été faites. Or vous, c'est en amont, c'est ça qui est assez surprenant. Pour comprendre, il faut savoir que je suis ingénieur agronome et œnologue et que c'est une démarche éminemment scientifique. Oui. Depuis que j'étais petit, j'avais cette envie fondamentale de faire du vin, ça c'est une vocation qui est née à 8 ans, et cette envie aussi de vivre ici. Et à un moment, j'ai trouvé par ce biais le moyen de vivre de mon métier, bien sûr de ma passion, à l'endroit où j'avais envie de l'exercer. Je suis viticulteur et vigneron avant tout. Oui. Et c'est justement cette démarche, après avoir fait quasiment tous les types de vinification, je me suis dit, un jour, il faut au moins essayer de savoir si les levures vont apprécier ces conditions physiques naturelles et si elles vont refermenter comme elles le font à terre dans le cas des méthodes effervescentes. Et pour le reproduire à terre, on consomme une énergie colossale alors que cette énergie-là, elle est à profusion de manière permanente et naturelle, pas si difficilement accessible. Puisque nous, on est à 500 mètres à vol d'oiseau, on est déjà à 15 mètres de profondeur, au plus profond de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et comme on est quand même dans le golfe de Gascogne, on est protégé aussi par les infrastructures, les grosses digues qui protègent et ferment la baie de Saint-Jean. En 2007, j'ai déposé le brevet du coup de vinification et d'élevage de vin sous l'eau. On l'a expérimenté en 2008 et à partir de 2008, donc ça fait déjà maintenant 13 ans, en septembre 2008, on a immergé pour la première fois à la fois du vin en vrac, ce qui ne se faisait pas, c'est pour ça que ça a été brevetable, et surtout pour refermenter, alors que la plupart des projets qui lient le vin et l'océan se déroulent en bouteille, alors que nous on est en amont ou pendant la vinification. C'est une démarche complètement différente, on est en phase de création aromatique, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des raisins, qu'on va récolter de manière particulière, qu'on va vinifier de manière très particulière. Ensuite, on fait une première vinification, comme en Champagne finalement, ça se déroule en cuve inox, nous également, soit ici, soit chez nos vendeurs de raisins, nos apporteurs. Et ensuite, une fois que le vin a été élaboré, c'est ce qu'on appelle en Champagne ou comme nous, nos vins de base, ce vin-là, on va le mettre dans nos contenants d'immersion, comme ceux-ci, là, qui viennent d'être vidés pour être mis en bouteille. Et dans ces contenants, on fait comme en Champagne, on rajoute une liqueur de tirage ou de prise de mousse, qui elle aussi est particulière. Ah, d'accord. Et quand je vous dis qu'on fait tout, c'est qu'on a dessiné les formes de nos cuves, on les fabrique. Chaque cuve est particulière, c'est-à-dire comme on gère à la fois la plasticité et la porosité au gaz, on n'a pas les mêmes cuves pour faire des blancs, des rouges ou des rosés par exemple. Et en plus, d'après ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que ce sont des plastiques qui ont été entre guillemets étudiés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'échange. Exactement, ils sont exempts de contaminants en plastique connus. Bien entendu, ce sont des polymères alimentaires. Et en plus, maintenant, on est en train de travailler sur des polymères biosourcés. La forme de nos cuves sous l'eau modifie le goût des vins. Non. La forme même? La forme de manière C'est-à-dire que là, de ça à... À ça, j'ai pas les mêmes arômes, parce que là, c'est 2 fois le même volume, c'est 2 fois ce volume. Et avant, j'utilisais, comme ceux qu'on voit derrière, une sorte de bidons qu'on mettait dans des grandes cages en inox. Et maintenant, dans ces cuves-là, qu'on appelle entre nous des bouées, il me faut 3 mois pour obtenir les arômes que j'obtenais en 1 an avant. Et maintenant, je viens de réaliser que sous l'eau, ce sont des isolats fermentaires parfaits.
et que les cuves entre elles ne peuvent pas communiquer, alors que quand on est dans un chai comme ici, en pleine fermentation, par les tuyaux, les pompes, nos mains, et puis ne serait-ce que les flux aériens, on a une communication intercuve. Ce qui n'est pas possible sous l'eau, donc c'est vraiment chaque microclone, chaque souche de levure va avoir son environnement parfait et se développer ou plus ou moins. Et donc une cuve comme celle-ci, on sort 300 bouteilles maximum. On n'est pas sûr de pouvoir reproduire. C'est ça qui est génial, ça fait un vin unique. Voilà. Et les autres cuves qui sont soit trop aromatiques, soit pas assez, ou tout simplement parce que j'en ai besoin dans l'assemblage, je fais un assemblage terre-mer, en fait du même lot de vin qui s'est séparé et qui se reconstruit. Et à ce moment-là, on arrive à être régulier. Pour nous, c'est un peu la manière d'un ostréiculteur, c'est une vraie récurrence, une pulsation qui rythme notre année. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a une vraie philosophie quand même du respect de l'environnement. Déjà ici, nous, on arrive à ne rien jeter. C'est-à-dire que les lits qui sont très denses sortis de l'eau, maintenant on les a isolés. J'ai mon ancien bureau que j'ai transformé en vinaigrerie et on va faire des vinaigres. Et dans cette même démarche, on a nos anciennes cuves que je n'arrivais pas à jeter, que j'ai données à notre fournisseur pour qu'il puisse les recycler. Et un jour, alors que c'est le leader français du kayak, il m'a dit regarde, ce kayak-là, j'ai mis 50% de tes cuves. Donc ça m'a interrogé. Et puis je me suis dit écoute, maintenant, toutes mes anciennes cuves, on va nous aussi les recycler en kayak et on les offre. Alors ça passe par la Water Family, qui est une très belle association. On va les voir. Si vous voulez. La Water Family, alors qu'est-ce que c'est que la Water Family ? Donc au départ, elle s'appelait du flocon à la vague. Et vraiment, leur action, elle est en vulgarisation scientifique sur donner conscience aux enfants dès leur plus jeune âge que l'eau, c'est notre bien commun le plus précieux et que c'est un bien public qu'il faut sauvegarder. Et donc, ces kayaks, je les offre et eux les ventilent à des associations qui en ont besoin. Alors, le lieu est quand même vraiment très joli ici. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'était autrefois ? Alors, ça a été construit pour être la poudrière du fort de Sokoa, pour protéger la baie de Saint-Jean-de-Luz, puisque Saint-Jean-de-Luz et Cibourg, c'est le port corsaire bien sûr. De la France, Saint-Malo au nord et Saint-Jean-de-Luz au sud, et il fallait protéger nos navires corsaires. Et finalement, là où j'ai mes cuves sous l'eau, c'est la bouée de mouillage du chantier des blocs. Donc les deux occupations que j'ai sur cette baie, c'est-à-dire la maison des blocs et la bouée de mouillage, sont exactement liées et sont toujours liées. Bon, alors est-ce que vous êtes un peu un corsaire du vin ? Oui, il y a un certain militantisme dans ma démarche. Faire des vins différents de ceux qu'on connaît, procurer quand même du plaisir à nos consommateurs, ce qui est notre mission principale, et catalyser chez eux des moments heureux qu'on espère mémorables. Là, on passe de la théorie à la pratique, c'est toujours un moment que j'apprécie beaucoup. Et là, qu'est-ce que vous allez nous faire goûter ? Alors, je vais vous faire déguster un vin qui a été mis en bouteille ce matin. Ouais. Ça, c'est directement de la cuve, sans filtration. Ça ? Et ce vin, qui est exactement le même, en fait, si ce n'est que dans celui-ci, il y a un pourcentage de celui-là, ce qu'on appelle notre assemblage terre-mer, puisque initialement, il venait de la même cuve, si ce n'est que ça, c'est du 100% mer, et ça, c'est notre terre-mer. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un mix des deux ? Celui-ci est du coup très régulier, alors que celui-là, vraiment, chaque cuve est différente. Celui-ci, vous allez voir, c'est les vertus de l'assemblage aussi. On est beaucoup plus équilibré, on est plus sur des critères œnologiques classiques, alors que sur celui-là, à l'aveugle, je vous mets au défi de penser à du vin. Ah oui, à ce point-là ? D'après vous, il faut que je commence par lequel ? On va peut-être faire des allers-retours entre les deux. D'accord. C'est vrai que déjà au nez, oui, vous avez parlé de citron, en effet. Presque avec du cédrat, plus que du citron. Ah oui, très juste. C'est même léger, on n'a pas l'impression du tout que c'est un vin, presque. On perd le côté alcool. C'est assez fleuri, c'est léger, c'est vraiment agréable. Même sur un taboulé, ça, ou quelque chose d'un peu léger d'été, c'est super chouette. Sur un ceviche ou un tartare de poisson, sur un ceviche, c'est top. Non, c'est un vrai bonheur, c'est agréable. On a vraiment l'impression de boire autre chose. Vous voyez, mon réflexe était de penser tout de suite à un plat, j'allais dire presque exotique, quoi. Voilà, qui m'emmenait ailleurs, parce que ce vin emmène ailleurs. Et alors, du coup, il vient de là-bas. Il vient de la bouée jaune qu'on voit tout au fond. Entre les deux digues, vous voyez une grosse bouée tourelle tout au fond. Oui, d'accord. Voilà. Ah, c'est génial ça. On a 100 emplacements sous l'eau. 100 ? Ouais. C'est énorme. Ici, on est par cohérence écologique, on est sur des ressources en raisin les plus proches. Donc on va garder notre gamme historique en 100% et en assemblage terre-mer. Par contre, toutes nos nouvelles cuvées, ça va peut-être être d'ailleurs des collections capsules, c'est des tout petits lots de vin. Par exemple, Muscadelle, là, je suis allé chercher 1200 litres. Donc on aura 4 cuves sous l'eau, ce sera 1500 bouteilles au maximum. On va travailler sur des vinifications à façon. C'est-à-dire qu'on nous commande une cuve pour un restaurant, un hôtel ou même un particulier. Sympa. Mais on va travailler en dialogue aussi, pourquoi pas avec des chefs,
pour essayer de tester des cépages que moi je n'irais pas tester spontanément. Pourquoi le nom Eguía-Teguía? Eguía, c'est la vérité en basque. Et le suffixe Teguía, c'est l'endroit où on crée. J'espère que ce moment vous aura autant passionné que moi. Prochain rendez-vous, auberge de Grand Serre, près de Reims, avec également une très belle recette d'un chef étoilé, Dominique Giraudot. À très bientôt.